Bonjour à tous. Donc on va parler aujourd'hui de l'impact du changement climatique chez les chevaux, donc chez les galopeurs. Donc on peut définir ce changement climatique comme une modification durable et significative des conditions météorologiques mondiales, ce qui va avoir des répercussions sur beaucoup d'aspects de la vie des chevaux. Et donc le sujet étant très vaste, moi je vais centrer mon propos sur les risques infectieux et sanitaires. Et notamment, on va parler aujourd'hui des maladies vectorielles transmises par les insectes ou les tiques. Et puis on parlera, pour rebondir sur la conférence de Monica, de l'impact aussi de ces changements environnementaux sur le parasitisme interne. Alors, quand on parle de changement climatique, maintenant il y a vraiment un consensus des scientifiques avec une augmentation des températures globales moyennes qui a augmenté de 1,1 degré depuis l'ère pré-industrielle, et ça c'est dû à l'augmentation des gaz à effet de serre. Et dans les... C'est un peu fort, non? Ça résonne? Ça va? Et dans les prévisions optimistes, on a une augmentation de 1,5 degré avec augmentation de risques de phénomènes naturels, des vagues de chaleur, de la sécheresse et des précipitations extrêmes, comme on peut le voir aux informations. Alors, ce changement climatique a vraiment des conséquences irréversibles pour les humains, les animaux et les végétaux. C'est vraiment la notion de One Health, une seule santé, puisque les humains, les animaux, les végétaux interagissent en permanence. Donc on va avoir une perturbation de la physiologie des animaux, une chute de la biodiversité associée à la destruction des habitats, une réapparition des maladies éradiquées chez l'homme, dont de nombreuses zoonoses, c'est-à-dire des maladies qui sont transmissibles de l'homme à l'animal ou de l'animal à l'homme. Et on peut citer par exemple la tuberculose ou la peste humaine. Et bien sûr, le gros sujet, ce sont ces maladies vectorielles avec la migration des vecteurs, c'est-à-dire des organismes vivants qui sont capables de transmettre des maladies infectieuses d'un hôte à un autre. Alors, on va parler très rapidement de l'impact de ce réchauffement climatique sur la physiologie des chevaux et on détaillera les risques infectieux. Alors, par exemple, on peut parler de l'impact sur la santé respiratoire. On sait que le réchauffement climatique associé à l'augmentation du gaz carbonique va par exemple permettre une augmentation des pollens et des allergies au pollen, avec augmentation des rhinites, des crises d'asthme, des conjonctivites, avec une intensification des symptômes et surtout une précocité et un allongement de la période à risque. Concernant le réchauffement des températures associées à la pollution de l'air, chez l'homme, on s'est très bien documenté, on a un accroissement du stress oxydant et de l'inflammation systémique, avec toute la kyrielle de maladies peu sympathiques comme les affections respiratoires, les cancers, les maladies cardiovasculaires chez l'homme. C'est très très bien décrit et donc on peut se poser la question de qu'est-ce qui se passe chez les chevaux. Concernant le stress thermique et le bien-être, on sait que ces sécheresses vont induire de la déshydratation, des coups de chaleur à l'effort, des troubles cardio-respiratoires, de la contre-performance aussi tout simplement. Et puis les épisodes caniculaires vont avoir un impact sur les événements sportifs qui seront décalés soit dans la journée, soit dans la saison. Et puis, bien sûr, il faudra prendre en compte l'impact de l'augmentation des températures sur les bâtiments. Pour parler de la reproduction, on sait également que les températures très élevées induisent une baisse de la fertilité et également une baisse de la production lactée lors des épisodes caniculaires.
et baisse de cette production lactée qui se prolonge derrière les épisodes caniculaires. Et puis bien sûr, la croissance de l'herbe, donc comment nourrir les chevaux quand il n'y a plus d'herbe dans les herbages. Et, alors ce n'était pas le cas cette année, mais il y a quelques années, même en Normandie, on peut manquer d'herbe du fait du réchauffement climatique. Alors maintenant, on va parler de ces fameuses maladies vectorielles. Et en fait, le changement climatique et notamment le réchauffement climatique induit une pullulation des arthropodes. Alors les arthropodes qui nous intéressent, ce sont par exemple les moustiques, les moucherons et les tiques, qui eux-mêmes sont vecteurs d'agents pathogènes, des virus, des bactéries et des parasites. Et alors, avec le réchauffement climatique, on a une extension de leur aire de répartition. C'est très net, par exemple, dans le sud de la France. Et après, il faut que ces agents, d'une part les vecteurs et les agents pathogènes qu'ils contiennent, soient introduits dans ces nouvelles aires de répartition. Et c'est souvent par le biais de la mondialisation des voyages que les pathogènes sont introduits dans de nouveaux territoires naïfs jusque-là. Et vraiment, c'est bien surveillé, un des plus grands risques à venir de maladies infectieuses équines associées au changement climatique, c'est bien les virus qui sont transmis par les arthropodes. On parle d'arbovirus. Et là, je vous ai remis une diapositive que j'ai empruntée à notre confrère Stéphane Zientara, qui est un virologue et expert des maladies, alors qu'on disait exotiques, mais elles ne vont plus être si longtemps que ça exotiques. Vous avez par exemple la famille des orbivirus, qui sont véhiculés par soit les insectes, soit les tiques, soit les moucherons, avec des virus très pathogènes. Et dans ces maladies dues aux orbivirus, on a 3 maladies économiquement importantes. On a le virus de la bloutongue, la fièvre catarrhale ovine. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette maladie qui touche les ruminants. Et depuis cet été, on a eu vraiment une épizootie qui s'est répandue sur toute la France en raison de ce virus. On a également la maladie hémorragique qui touche les ruminants. Et les experts surveillent attentivement la peste équine cette fois-ci. Et autant la fièvre catarrhale ovine était considérée comme une maladie exotique jusqu'à la fin du XXe siècle, et maintenant c'est vraiment, on a des épidémies, et notamment en France. Et ce qui est préoccupant, c'est que c'est la même famille de virus, les mêmes vecteurs, donc c'est tout à fait possible que la peste équine fasse son apparition en France. On va en reparler juste après. Donc voilà, là vous avez une carte avec les principales maladies émergentes répertoriées dans le monde, pour lequel une corrélation avec le changement climatique est établie. Et donc, comme je vous disais, fièvre catarrhale ovine, qui vraiment maintenant sévit sur toute la France, la grippe aviaire, dont vous avez entendu parler aussi, et pour ce qui nous concerne, l'encéphalite de West Nile et la peste équine. Alors justement, on va reparler un petit peu de cette encéphalite de West Nile, maladie virale. Alors le virus fait partie de la famille des flavivirus. Puis alors c'est pareil, c'est une famille très importante en santé publique et en santé vétérinaire, puisque concernant l'homme, cette famille contient la fièvre jaune ou la dengue. Alors ce virus est transmis par les moustiques, et le cycle épidémiologique se fait entre les oiseaux et les moustiques, mais de temps en temps, les moustiques piquent des hôtes accidentels que sont l'homme et le cheval, mais qui peuvent néanmoins développer la maladie. C'est une maladie réglementée, à déclaration obligatoire.
Et donc, depuis... bon, alors la maladie est présente en France depuis plusieurs années, mais 2022, 2023 et 2024 sont vraiment des années de transmission exceptionnelle. Et en 2023, avant la maladie était cantonnée au pourtour méditerranéen, et en 2023, on a eu nos premiers cas dans l'ouest de la France, en Gironde, et cet été, en Vendée, un oiseau a été trouvé mort porteur du virus de West Nile. Donc vous voyez que ça se rapproche de la Normandie. Alors cette maladie donne soit un syndrome fébrile, soit des lésions neurologiques, enfin des lésions d'encéphalomyélite avec de l'ataxie, parfois du décubitus, les chevaux se couchent et on peut avoir une issue mortelle. Donc ce qui est important, c'est que les vétérinaires et les propriétaires de chevaux connaissent cette maladie et y pensent dans le diagnostic différentiel des maladies neurologiques et des fièvres inexpliquées. Alors cette maladie est vraiment bien surveillée, d'une part par toutes les autorités sanitaires, hein, d'une part en médecine humaine, hein, et d'autre part par les pouvoirs publics en matière de vétérinaire, hein, et notre réseau d'épidémiosurveillance, le RESP, hein, nous donne des cartes, excusez-moi, régulièrement, hein, et vous voyez là c'est une carte qui date de la semaine dernière avec de nombreux cas dans la région méditerranéenne, mais la maladie progresse vers le nord. Et comme le disait Monica, en Allemagne, on a aussi des grands foyers de cette maladie, c'est-à-dire qu'ils se trouvent sur les couloirs de migration des oiseaux migrateurs. Et dès que le moustique est installé dans ces zones, eh ben, le virus va s'installer de façon pérenne dans ces zones. Vous voyez vraiment une explosion des cas en 2024, tant chez le cheval que chez l'homme. Donc, ce qu'il faut faire, c'est bien surveiller ce virus, hein, par des prises de sang. C'est une surveillance sérologique. Il faut contrôler les moustiques dans les habitats où ils peuvent se développer. Et puis, pour cette maladie, on a la chance d'avoir un vaccin qui est vraiment efficace, hein. Aux États-Unis, dans les années 2000, il y avait une très large épisode aussi avec plus de 15 000 chevaux atteints qui avait vraiment été maîtrisé par la vaccination. Et l'idée, c'est de vacciner les chevaux au printemps, une primo-vaccination en 2 injections pour qu'ils soient bien protégés au moment du pic d'activité des moustiques. Concernant la peste équine, hein, qui pourrait passer pour une maladie exotique, mais le risque est vraiment là en France. Donc Stéphane Zientara, notre expert, parle d'Ebola du cheval, hein. C'est vraiment une maladie hémorragique très très grave avec un taux de mortalité très importante. Donc comme on l'a dit, ce virus est transmis par des moucherons, les mêmes qui transmettent le virus de la fièvre catarrhale chez les ruminants. Donc les zèbres, tous les équidés peuvent être atteints, mais les zèbres sont porteurs asymptomatiques. Les ânes sont moins sensibles et les chevaux sont très, très sensibles à cette maladie. Et donc, c'est une maladie extrêmement réglementée, hein, notamment dans l'Union européenne, parce que c'est une maladie qui sévit actuellement en Afrique et dans différents pays du monde, mais pour l'instant, elle n'est pas en Europe, elle est très surveillée, hein, notamment lors des échanges internationaux, on a des recherches par rapport à ce virus. Et puis, l'État a mis en place un plan d'urgence d'éradication au cas où un cas de peste équine apparaîtrait sur le territoire européen. Et ce qu'il faut se dire, c'est que ce risque d'introduction est loin d'être nul, hein, parce que d'une part, on l'a dit, les vecteurs sont présents sur l'ensemble du territoire.
on a notre épisode aussi de fièvre catarrhale avec le même cycle épidémiologique entre ces deux virus. Et puis dans les années 90, justement, des zèbres ont été introduits en Espagne dans un zoo qui n'avait pas été testé et ils étaient porteurs du virus de la peste équine. Donc on a eu une petite épidémie dans les années 90 en Espagne qui a été vraiment circonscrite mais avec de gros moyens pour empêcher la diffusion de ce virus très dangereux dans le reste de l'Europe. Donc au niveau des vétérinaires et des propriétaires, il faut connaître le tableau clinique de la maladie pour, si on a une suspicion face à un cheval importé ou si on a une suspicion, de vraiment faire tout de suite les examens complémentaires nécessaires pour diagnostiquer et circonscrire cette maladie. Alors, concernant, on change un peu de chapitre, les maladies vectorielles transmises par les tiques, ça vous y êtes peut-être plus confrontés. Avec le réchauffement climatique, maintenant on a des tiques en grande quantité et présentes toute l'année. Alors, les tiques sont des acariens hématophages, ils se nourrissent de sang lors de la piqûre, avec plus de 900 espèces de tiques dans le monde. Et on a deux catégories de tiques. Certaines sont inféodées aux zones chaudes, tropicales ou subtropicales, c'est le genre Yaloma. Et puis, on sait qu'assez récemment, cette tique, Yaloma marginatum, a été introduite dans le bassin méditerranéen et c'est vraiment un exemple type de conséquence du réchauffement climatique. Cette tique a été ramenée par les oiseaux d'Afrique du Nord en Méditerranée et maintenant elle prolifère tranquillement. Puis on a les genres inféodés aux zones tempérées ou froides, donc le reste de la France, comme la Normandie, avec les tiques du genre Ixodes ou Dermacentor. Et puis, contrairement à avant, puisque maintenant que les étés sont plus très froids, les tiques continuent leur activité en automne-hiver. Et le problème, c'est que les tiques, elles peuvent avoir un rôle pathogène direct avec les piqûres, une allergie éventuellement à leur salive, voire un pouvoir spoliateur quand elles prennent beaucoup de sang. Mais surtout, elles peuvent être porteuses de virus, bactéries, parasites. Et donc, c'est un rôle pathogène indirect. Et toutes ces maladies, vous les connaissez, la pyroplasmose équine. Alors là, on a deux pathogènes, Babesia cabali ou Theileria equi, qui sont des parasites des globules rouges, donc qui font éclater les globules rouges et donc on a par conséquent une anémie hémolytique. On a la borréliose de Lyme, qui est une bactérie spirochète, et puis l'ehrlichiose, l'anaplasmose granulocytaire équine, et toutes ces maladies plus la leptospirose, mais qui, elle, n'est pas transmise par les tiques, font bien partie du syndrome pyrolaïque, avec des chevaux, soit avec de la fièvre, des formes aiguës, ou le plus souvent, vous consultez pour des formes chroniques, un peu protéiformes, avec de l'abattement, de la méforme, de l'anorexie. Et donc, on réalise des prises de sang pour rechercher quel est le pathogène en cause. Alors, grosse surveillance également des tiques en France. Alors, toujours le RESP qui nous signale les cas, par exemple, de pyroplasmose. Et ça, avant, c'était une maladie qui était cantonnée au sud de la France. Maintenant, on a de la pyroplasmose sur tout le territoire. Et puis, surveillance des tiques, ça c'est un projet très intéressant de notre consoeur, là, les propriétaires de chevaux ont envoyé des tiques à son laboratoire de toute la France pour savoir quelles sont les espèces présentes dans telle et telle région et de quels pathogènes elles sont porteuses.
Donc vous voyez qu'en Normandie, on a essentiellement Ixodes et Dermacentor reticulatus. Et comme je vous disais tout à l'heure, Hyaloma marginatum maintenant est bien présente dans le sud de la France puisque les conditions météo y sont favorables. Donc ce qu'il faut retenir sur les tiques, c'est que les maladies transmises par ces tiques sont en augmentation. Localement, puisque les changements environnementaux qui affectent les vecteurs sont très favorables, et puis apparition, comme on vient de le voir, dans de nouvelles régions. Le problème, là, c'est qu'on n'a pas de vaccin pour ces maladies, et puis la prévention, à ce jour, est uniquement basée sur la lutte contre les tiques, mais ce n'est pas toujours évident. Alors un dernier point, je n'ai pas pu m'en empêcher de parler de parasitisme. Donc on en avait parlé l'année dernière du problème de l'apparition de ces résistances des nématodes, des parasites digestifs aux anthelmintiques, et c'est un vrai sujet. Cette année a été publié le premier cas de triple résistance des petits stronques, des cyatostomes aux 3 grandes familles de vermifuges, donc lactone macrocyclique, benzimidazole et pyrimidine. Donc bon, les vétérinaires normands le savaient, que ces résistances étaient là, mais là ça a vraiment été identifié et publié. Et le problème, c'est que quand les molécules ne fonctionnent plus, on ne peut plus traiter les chevaux contre les maladies parasitaires. Donc les experts se sont également penchés sur quel va être l'impact du changement climatique sur le parasitisme et sur ces problèmes de résistance. Donc là, je vous présente une étude qui a été faite en Nouvelle-Zélande avec différents modèles climatiques, différents scénarios de concentration de gaz à effet de serre, plusieurs localisations, dont certaines peuvent être comparées à la Normandie, et plusieurs périodes étudiées, actuellement milieu du siècle et fin du siècle, avec des scénarios de traitement, soit 2 à 6 vermifuges par an, soit aucun vermifuge. Et les conclusions, c'est que finalement, bon, ça c'est évidemment variable en fonction des différents scénarios, mais que globalement, on va avoir une augmentation du fait du réchauffement climatique et donc des conditions plus favorables au recyclage parasitaire. On va avoir une augmentation de la taille moyenne dans les élevages de la charge parasitaire, une augmentation du nombre de larves infestantes, c'est les larves que ingèrent les chevaux au moment de l'infestation, et aussi assez préoccupant, augmentation des larves enquistées dans la muqueuse. Vous savez qu'une des caractéristiques des petits strongles, c'est chez les jeunes chevaux d'aller s'accumuler dans la muqueuse digestive et de provoquer soit de l'amaigrissement, soit des diarrhées. C'est ce qu'on appelle la cyatostomose larvaire. Et bien, augmentation de cette charge parasitaire dans la muqueuse. Et parallèlement à l'augmentation de cette charge parasitaire, on va avoir, si on utilise les molécules très fréquemment, augmentation des phénomènes de résistance. Donc la situation est quand même un peu critique. Et ce que disait Monica, ce qui va être vraiment très important dans le futur, c'est bien sûr utiliser de façon raisonnée, de façon sélective les vermifuges, mais surtout également d'utiliser des méthodes environnementales comme le ramassage des crottins, qui est vraiment le plus important dans ces mesures. Voilà, donc j'ai galopé, je pense que c'est bien. Donc la conclusion, c'est vraiment de se préparer aux nouveaux risques infectieux,
Vous avez vu, hein, la maladie de West Nile, elle est présente. Hein, pour les chevaux qui descendent courir dans le sud de la France, on peut imaginer d'inclure dans le protocole de vaccination la vaccination contre West Nile. On a vu ce risque de peste équine qui n'est plus du tout anecdotique. Donc, importance de la recherche scientifique pour continuer à étudier les impacts du réchauffement climatique sur les chevaux et trouver des solutions, des stratégies d'adaptation. Il faut trouver des solutions pratiques et applicables hein, pour les propriétaires de chevaux. Par exemple, ce serait bien que les scientifiques et l'industrie pharmaceutique trouvent de nouveaux antiparasitaires externes pour se protéger contre les vecteurs, un nouveau vermifuge, mais pour lequel il faudra toujours appliquer les bonnes pratiques parce que dès qu'on utilise une nouvelle molécule, la résistance apparaît. Et puis individuellement et collectivement au niveau des gens de chevaux, connaître les risques de maladies émergentes pour pouvoir les reconnaître et s'y préparer, et puis aussi repenser à sa façon de faire pour que l'empreinte écologique soit la plus faible possible. Voilà, je vous remercie et je peux répondre à vos questions. Merci beaucoup. Merci Sophie. Prouesse, 25 minutes de conférence pour tout ce sujet. Le président Malivet a une question. Tout d'abord, bravo, parce que c'était très intéressant. Je pense que nos éleveurs sont très intéressés. Et déjà, l'autre jour, on a eu un débat à notre comité des éleveurs sur la pyroplasmose. Parce que, comme vous le savez, il y a beaucoup de pays qui refusent les chevaux qui sont positifs à la pyroplasmose. Et moi, j'ai pas tout à fait le même avis que vous sur le départ de la pyroplasmose. Moi, je suis dans une région où je suis certain qu'en 1976, il y avait de la pyroplasmose. Vers Nantes, hein, c'est ça. Exactement, je peux vous dire ce que je sais. D'abord, il y a un vétérinaire qui a écrit quelque chose sur la pyroplasmose. Je crois que la première chose qui a été écrite, c'était un vétérinaire de Saint-Nazaire qui s'appelait, je crois, Lauger. Et puisque vous connaissez tous François Vallon, qui était des personnes influentes pour créer ce RESP, c'était mon vétérinaire. Et je peux vous dire qu'en 1976, il y avait la pyroplasmose. Et le comble, c'est qu'aujourd'hui, les États-Unis nous empêchent d'envoyer des chevaux chez eux, alors que mon beau-père avait une exploitation avec des chevaux à Saint-Nazaire, tout près c'était Montoire de Bretagne exactement, tout près du port. Et ce sont les chevaux américains, lorsqu'ils sont venus pour la guerre, qui ont amené la pyroplasmose dans notre région. Voilà. Et donc le foyer, moi je connais, c'est le port de Saint-Nazaire-Montoire. Et là, après, moi je me souviens, j'avais des étalons à l'époque. J'étais très ennuyé parce que les gens m'envoyaient des juments. Comme en plus, Montoire, on est une région où les tiques se développent très facilement parce que c'est une région qui est marécageuse, souvent avec des herbes un peu hautes, et des haies. Alors les tiques, en fait, ils sont dans les haies et dans les herbes hautes. Et donc quand les juments venaient, moi j'étais obligé de leur passer un produit pour essayer de tuer les tiques, mais malheureusement, j'ai des juments qui repartaient, et 8 jours après, l'éleveur m'appelait en disant « je comprends pas, ma jument est pas bien ». Elle est de moins en moins bien. Aujourd'hui, quand elle se déplace, il y a l'arrière-train qui... Alors là, je peux vous dire que c'était sûr que c'était ça. Et à l'époque, on faisait, je crois que c'était de la gonacrine. Au départ, je crois que c'est ce produit qu'on utilisait, puis après, c'était le Carbésia. Mais moi, je peux vous dire, je suis certain, quasi certain, que le foyer sur le Saint-Nazaire était très important, et on envoyait dans toute la Bretagne avec les chevaux qui se déplaçaient. Alors oui, c'est très intéressant. Par contre, moi je pense qu'un peu plus au nord, dans le Perche ou dans des régions comme ça, il n'y avait pas de pyroplasmose à l'époque, ou pas de façon endémique. Moi j'étais sur Angers, là on avait toutes ces maladies du syndrome pyrolaïque, la pyroplasmose, la leptospirose. Et dès que les chevaux arrivaient du Perche en Pays de la Loire, ils n'avaient aucune immunité, ils déclaraient tous des pyroplasmoses. Et puis maintenant, ça sévit de façon un peu plus endémique. Je ne sais pas quel est ton avis, Guillaume. Vous connaissez bien ça, oui. Non, mais je souscris d'abord à l'histoire, parce que Loïc en a parlé plusieurs fois, et puis à ce que tu dis sur ces foyers qui sont déplacés petit à petit, mais fortement accélérés, surtout depuis 20 ans. C'est ça qui est incroyable, c'est l'accélération comme les deux maladies qui font un peu peur. Hein. Mais se faire peur est peut-être le début de l'éducation et le début de prise de mesures de prévention, en fait. Merci Loïc. Monsieur Desliden, qui nous vient d'Irlande, a une question à nous poser dans son français habituel ou son anglais. Both are available, Des.
En anglais, s'il vous plaît. Mais en Irlande, nous avons aussi beaucoup de problèmes avec le pyro. Mais nous n'avons pas pyroplasmosis en Irlande. Mais if we seek to export our horses to America, as Loic has said, we have problems with the USDA because the test system will give false positive tests. Maybe you'd like to just explain that to our friends, Guillaume. Oui, ce que Des veut nous dire, et je pense que vous êtes certains éleveurs que j'ai reconnus là ce matin dans la salle à le vivre, ou confrères ou consoeurs, c'est que la pyroplasmose clinique n'existe pas en Irlande, j'en témoigne puisqu'on est jumelé avec le laboratoire dans lequel travaille Des, mais que les tests sérologiques sont positifs, parce que d'abord, une seule infection qui va durer quelques jours font que le cheval est séropositif très longtemps. Et il y a ce problème du triple ou quadruple testing pour exporter des chevaux d'Europe, d'ailleurs en général, pas que en Irlande, pas que de l'Irlande, aux États-Unis, qui font que certains chevaux sont traités. C'est une question aussi de bien-être animal. Hein. Est-ce que 4 doses de Carbésia pour séronégativer un cheval rentre pas non plus dans le champ du bien-être, c'est un autre sujet, mais pose un problème d'exportation des chevaux dans les pays étrangers. On a pareil pour le Japon, par exemple. Mais ça veut dire que les tests sont faussement positifs ou... Non, je pense que ce que veut dire Des, je vais le dire en français, mais on pourra le redire après en anglais, c'est que la méthode pour pouvoir exporter un cheval aujourd'hui repose sur la sérologie, alors qu'un ou deux frottis répétés, je dis ça comme ça, ne montrant pas d'activité pyroplasmique dans les hématies, devraient permettre d'exporter le cheval. Surtout qu'ils sont a priori pas indemnes de pyroplasmose aux États-Unis. Ça, c'est un autre sujet. C'est un des plus grands foyers mondiaux, de réserve mondiale. Il n'y a pas d'Américains dans la salle, j'espère. Mais... Et c'est un problème du moment, parce que nous avons Breeders' Cup en Californie. Et nos chevaux go to California this weekend. If any of those horses test positive in USDA quarantine, the USDA can demand immediate slaughter or immediate re-export at the expense of the owner. Je pense qu'une partie de la salle a compris, mais si on prend la Breeders' Cup comme exemple, aujourd'hui l'USDA se réserve le droit sur un simple test sérologique positif, soit d'abattre le cheval, soit de demander la réimportation, le voyage à l'envers immédiat du cheval pendant la quarantaine. Alors que les États-Unis sont un des foyers mondiaux, on va dire, de pyroplasmose quasi endémique. Donc c'est un problème d'économie du cheval, c'est un problème de sport, enfin de haut niveau, et d'échanges internationaux en réalité. And it's real. We have had horses from Ireland arrive in USDA quarantine, tested negative before departure, test positive on arrival, and the USDA has demanded slaughter. We had to create un dialogue des sorts avec le USDA. We had to involve the senator for the state of Kentucky to stop the USDA killing that horse and allowing us to re-import it. So it's a big problem. Pour finir sur le sujet, je pense que ça concerne pas mal de personnes qui font voyager leurs chevaux pour aller courir à l'étranger. Un des derniers cas, c'était l'année dernière, je crois, de ce cheval irlandais qui allait courir, cette grande course, avait une différence en fait de résultat entre un résultat qui venait de l'Irish Equine Center et qui était sérologiquement négatif et qui est arrivé dans sa zone de quarantaine aux États-Unis pour courir la Breeders' Cup, sérologiquement positif. Et il a fallu l'intervention d'un sénateur américain de l'État en question pour que le cheval ne soit pas abattu. Donc là, on est sur un mélange de rapports internationaux, d'harmonisation de tests et surtout de ce qui rejoint peut-être mon exposé d'aujourd'hui. Quelle est la base, on va dire biologique, pour dire qu'un cheval est un porteur à risque ou non d'une certaine pathologie. Si on prend on va dire l'auditoire aujourd'hui, on est tous séropositifs à la mononucléose probablement quand on était adolescent. Est-ce que pour autant, on ne pourrait pas aller faire une course parce qu'on est séropositif mononucléose, d'athlétisme, j'entends, sur une piste à l'étranger? C'est à peu près le même niveau. En tout cas, merci à Des pour ces questions.
Merci beaucoup. D'autres questions dans la salle? Le vaccin contre le West Nile, vous dites de faire une primo-vaccination au printemps. Est-ce qu'après, c'est un vaccin annuel? Tout à fait. C'est des rappels annuels. Et puis donc, on relance l'immunité avec ce booster au moment du printemps, avant le pic d'activité des moustiques. Merci madame. Une autre question pour terminer? Non? Pas de regret? Je fais un peu comme... Très bien. Merci beaucoup Sophie pour ton intervention. Merci à vous toutes et tous. Merci aux personnes qui nous suivaient sur France 6 TV.